un ouvrage intitulé L'animal et l'avenir de l'homme, évoque les pygmées du Zaïre qui sont violents avec leurs chiens alors qu'ils dépendent de ces chiens pour leur chasse, ainsi que les Indiens Comanches qui traitent leurs chevaux, je cite, comme des moins que rien. L'Occident n'est pas en reste. Les poussins mâles dans nos batteries de poules pondeuses sont systématiquement détruits et l'association L214 précise par écrasement. Les animaux non conformes, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes imposées par les produits de consommation à acheter, sont eux aussi traités sans égard, conduits à l'abattoir pour rien, et tout au long de leur vie amassés dans des lieux extrêmement exigus, sans liberté de mouvement, souvent battus. Jocelyne Porcher, qui est chercheure à l'INRA, évoque notamment les injures dont les employés d'une porcherie industrielle dans laquelle elle va travailler un temps sont systématiquement dotés. Donc ces noms d'oiseaux, alors saltruie, mais on en connaît plein d'autres, blaireau. J'ai fait la liste, tête de linotte, grosse vache, thon, morue, fils de chien, quel ours, balance ton porc, bande de chacals, jusqu'à animal aussi c'est une injure, hein, qui en disent long sur notre manque de respect à l'endroit des animaux. Alors est-ce parce qu'ils ne sont rien qu'une chose? On les appelle un minerai dans l'industrie agroalimentaire, le minerai. Des pièces, des produits à exploiter, des choses donc et non des personnes. D'ailleurs le verbe exploiter est intéressant puisqu'il vient du verbe latin explicare, qui a donné aussi expliquer, enlever les plis, explicare. Il s'agit de déplier l'être, de voir tout ce dont je vais pouvoir en tirer parti, profit, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et donc le choc qu'a produit ce stage en entreprise de porcherie industrielle sur Jocelyne Porcher fait que cette chercheure de l'INRA s'engage à plus de respect, plus d'égard, plus de soins pour les animaux. On ne peut plus les traiter comme bon nous semble, nous devons leur accorder des droits, notamment un droit au respect donc. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est si aisé d'accorder de l'éthique ou d'étendre l'éthique à l'animal? Est-ce qu'il faut pour cela arrêter de considérer l'animal comme un objet, c'est-à-dire arrêter de le réifier, littéralement le faire chose? Et faut-il le traiter comme une personne? Faut-il le doter de ce statut-là? Cela paraît assez malaisé à défendre. D'abord, rappelons que la morale, puis l'éthique, semblent impliquer une réciprocité, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Moi, j'ai droit en tant qu'être humain au respect, c'est-à-dire à faire l'objet d'un traitement digne, à ce qu'on ne me porte pas atteinte, à ce qu'on ne me nuise pas, à ce qu'on prenne en compte mon intérêt en tant qu'être humain souffrant, en tant qu'être humain conscient de ma souffrance. Conséquemment, j'ai des devoirs aussi envers les autres. Je ne peux pas simplement avoir des droits. Moi aussi, je ne dois pas nuire à mes congénères. Autrui doit me respecter de même en retour. Donc le respect dans sa réciprocité supposerait qu'un homme respecte l'animal, qui le respecterait tout autant en retour. Mais c'est très difficile de considérer que l'animal nous respecte. Comment respecter, par exemple, je ne sais pas moi, le moustique, en refusant de l'écraser contre la tapette, en refusant d'utiliser un insecticide? Celui qui est en train, cet insecte, de détruire les poutres de ma maison, dois-je le respecter et le laisser détruire les poutres de ma maison? Celui qui me transmet une zoonose, dois-je aussi le respecter, celui-là? Donc l'animal, bien sûr, pose problème. Il n'est ni un sujet pensant, capable de décider de ne pas me nuire. La femelle moustique, par exemple, est un individu qui n'est pas susceptible, par expression souveraine de son libre arbitre, de décider de ne pas me piquer, parce qu'elle trouve que c'est pas bien de piquer. Lorsque la vie de ses œufs en dépend, elle prend mon sang, et c'est comme ça que son instinct la fait agir. Donc l'animal n'est pas une personne. Si j'entends par personne un être pensant, délibérant, conscient de ses actes et de leur portée sur autrui, à qui est reconnue donc une capacité à être un sujet de droit et donc de devoir, on l'a vu tout à l'heure. Être un sujet moral, être une personne, ça a l'air d'être la capacité de liberté, d'agir en toute conscience, d'avoir tel ou tel comportement, de m'imposer à moi-même telle ou telle obligation à agir conformément à une certaine représentation que j'ai du bien. Alors au mieux, s'il était domestique ou de compagnie, domestique qui vient de domus, la maison, donc l'animal qui vit sous mon toit, et compagnie qui mange avec moi cum panem, le pain
d'accord? Donc celui qui mange à ma table, l'animal de compagnie. Et éventuellement, on pourrait dire, bon, ben, ceux-là, j'ai envie de les respecter parce qu'ils vivent près de moi, je les nourris, ils sont à ma table. Bon. À part que du point de vue du droit, cet animal est un bien meuble, il est mouvant, il est animé, par opposition au bien immeuble qui ne bouge pas. Et il a très longtemps été considéré par le droit comme bien meuble. On va voir que ça a bougé quand même depuis quelques années. C'est-à-dire que j'en faisais ce que je voulais, il était ma possession. Au pire, si l'animal était sauvage et qu'il ne m'appartenait pas, il était dit res nullius, c'est-à-dire une chose nulle, sans maître donc, une chose de personne. Une chose, dans les deux cas. Hein. D'où ce questionnement. Est-ce que la condition du respect de l'animal, c'est de reconsidérer son statut, de défendre qu'il est une personne, puisque apparemment le respect n'est dû qu'à la personne, qu'au sujet. Mais n'est-ce pas tomber dans un anthropomorphisme peu respectueux des différences animales? Est-ce qu'il suffirait de reconnaître par exemple à l'animal un statut d'être souffrant ou d'être sensible pour le respecter si la notion de personne ne lui convient pas, ou alors, autre possibilité, de revoir complètement notre définition de la notion de personne. Que je prenne l'animal pour un objet semble m'autoriser à lui nuire, donc on sent bien qu'on ne peut pas en rester là. Dès lors, faut-il accorder un autre statut à l'animal et agir en conséquence pour que cesse cette cruauté à son endroit? Et est-ce que cela exige pour autant de lui accorder donc ce statut de personne? Alors mon premier axe, je vais me faire un peu l'avocat du diable, je vais partir d'une tradition où on refuse d'accorder ce statut et on refuse de le considérer comme un être digne d'intérêt puisqu'il n'est qu'une chose. Donc je vais travailler dans un premier moment sur l'assimilation de l'animal à une chose et les enjeux que ça produit. Donc premier axe, le refus de respecter l'animal s'accompagne souvent du refus de le considérer comme une personne, et souvent on le rabat sur une chose. L'animal, en effet, n'est pas un sujet pensant, donc n'est pas une personne, puisque seul un sujet pensant, doté d'une conscience de soi, mériterait notre respect. Alors, c'est vrai que dans la culture occidentale, l'animal ne semble pas être une personne, et ça vient de très très loin, puisque dès l'Antiquité, on associe le mot de personne, outis en grec, à l'être humain, d'où le jeu de mots que peut faire Ulysse à ce sujet, je suis personne. Seule une personne peut jouer sur cette ambiguïté-là. L'animal n'est ni doté de conscience de soi, ni de pensée, ni de délibération, de décision libre, donc il n'est personne. Alors personne, là, vraiment au sens où Ulysse l'utilise, je ne suis personne. L'animal est personne à respecter. Là, je joue sur l'énoncé. Il n'y a rien à respecter parce qu'il n'y a personne à respecter. Il n'est rien, il n'est personne. Il est no one, d'accord, to respect. Alors, l'orgueil humain consiste sans doute dans cette certitude à être le seul être de la nature, à être doté d'une individualité, c'est-à-dire à être non pas no one, mais someone. La notion de personne est ici confondue avec celle de sujet, puisqu'on attribue à l'être humain une identité personnelle, une pensée, une réflexion, il raisonne. Et cette réflexion, c'est d'abord la capacité de réflexivité, hein, ça a été dit ce matin, de dédoublement, je suis conscient de moi-même, et cette réflexivité, cette capacité de dédoublement me permet de respecter l'autre, c'est-à-dire de le mettre à distance et de le regarder à nouveau. Puisque le mot respect, c'est un mot intéressant puisqu'il vient de respectare, c'est le fait de regarder à nouveau. Il présuppose une distance du regard. D'abord, je t'ai pas regardé, je t'ai pas vu, je t'ai pas respecté, je suis passée, j'ai tracé, et puis à un moment donné, je me dis, ah ben c'est toi, t'es un être humain, donc je vais revenir sur ce regard et te regarder différemment, c'est ça le respect. Donc si l'animal n'est personne, pourquoi n'est-il personne? Mais parce que, dirait Kant, il ne possède pas le je dans sa représentation. Expression qu'il utilise dans un ouvrage intitulé « L'anthropologie du point de vue pragmatique », hein, avoir le je dans sa représentation. Pour Kant, ça arrive à peu près pour un être humain à l'âge de 4 ans. On commence à dire « je ». Alors souvent, l'enfant, il parle à la troisième personne du singulier comme ses parents l'appellent. Et puis au bout d'un moment, il va commencer à dire « je ». Et ce passage-là fait qu'il n'est plus tout à fait un animal, il est devenu une personne puisqu'il parle à la première personne.
Et là, il faut vraiment entendre, c'est un aspect peut-être qu'on néglige souvent, c'est que le pronom personnel devant un verbe, c'est ça qu'on appelle le sujet. Hein, le sujet, c'est un pronom personnel qui assume l'action qui est menée. Donc il y a un sujet qui mène le verbe d'après. J'assume ce que je fais, c'est moi qui le fais, c'est pas un on, c'est moi qui agis et j'assume cette dimension. Et donc Kant considère que ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les êtres vivants, puisque les êtres vivants n'ont pas ce pouvoir de se représenter eux-mêmes. Alors cela se vérifie notamment dans le fait que, par exemple, lorsque je vais vers un animal avec de bonnes intentions, eh bien peut-être que l'animal va ne pas comprendre mes bonnes intentions et manifester à mon endroit de l'agressivité. Je lui veux du bien, et pourtant il est agressif. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de réciprocité. On parlait de ce rapport de réciprocité du respect. Il ne me regarde pas avec respect, il m'agresse parce que pour lui je ne suis pas une personne, bien sûr. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que parce que l'animal n'est pas une personne, on peut en faire tout et n'importe quoi, puisque c'est un moyen, je vais en faire absolument tout ce que je veux. Il n'est pas une fin en soi, il n'est qu'une chose, qu'un moyen. Je pourrais même dire qu'il est ma chose à moi. Je peux en faire ce que je veux. Dans la Genèse, on est en quelque sorte autorisé à se représenter l'animal comme un bien, comme une possession. Je vous lis un passage de la Genèse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, a priori, nous sommes franchement autorisés à dominer, c'est-à-dire à être les maîtres de toutes les créatures, exploiter l'animal, finalement, alors c'est peut-être pas un respect de l'animal, mais c'est un respect d'une injonction divine. Je respecte Dieu en dominant l'animal. On retrouve cette idée que l'animal est une chose dans la manière dont Kant, dans Fondement de la métaphysique des mœurs, oppose ce qui a du prix et ce qui a de la valeur. L'animal, dit-il, a un prix, alors que l'être humain, il a de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que le prix, c'est relatif. Si j'achète quelque chose avec de l'argent qui a un prix, avec ce même argent, je peux acheter autre chose. Au fond, cette réalité-là m'indiffère. En revanche, si vous avez un ami, cet ami, il vaut tout l'or du monde, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter, précisément parce qu'il n'a pas de prix, on n'achète pas un être qui a cette dignité-là. Donc la seule chose que je peux lui accorder, c'est de la valeur. La valeur est absolue, alors que le prix est relatif. Lorsque j'accorde de la valeur en soi à un être, eh bien, je ne peux pas l'interchanger. Je vous lis Kant, qui évoque cette distinction entre la valeur et le prix. Donc, dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ça dépend des êtres. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre à titre d'équivalent. Au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. Et donc il le rapproche du thème de la valeur. Donc en gros, je suis au supermarché, je suis face au rayon poulet, bon, ploum ploum, je vais prendre ce poulet, c'est les mêmes. Je peux prendre l'un ou l'autre, ils sont interchangeables. Je n'ai pas accordé de valeur à ce poulet. Ils ont un prix, mais ils n'ont pas de dignité. Et en effet, pourquoi il peut avoir un prix? Et pourquoi j'accorde de l'argent à cet objet? Eh bien parce qu'il me permet de survivre. En français, viande, le mot viande, vient de vivenda, qui veut dire littéralement ce qui sert à la vie, ce qui permet de vivre, donc de me nourrir. Pourquoi je peux éventuellement respecter cet animal? Non pas parce qu'en lui-même il est respectable, mais parce que je respecte le fait qu'il me soit utile pour ma propre survie. Donc c'est bien un respect très relatif, puisque je ne le respecte qu'en tant que moyen de ma propre survie, alors que je pourrais le respecter en soi. C'est d'ailleurs un terme très proche qui est le terme de bétail, qui a une étymologie assez étonnante, puisque bétail en indo-européen, c'est pécou. Le P a muté en B, d'accord, et le C a muté en T. Donc pécou, ça a donné pécunier, pécunia, d'accord. Et le mot pécunia, l'argent, le pécule, on l'entend, désignait les têtes de bétail. Donc il y a une assimilation très nette. Les premières monnaies qu'on a retrouvées en archéologie, il n'y a pas des numéros, bien sûr, il y a des petits points qui sont autant de têtes de bétail que représente la pièce.
Voilà. Donc c'est vrai qu'il est probable que pécunia a d'abord désigné la richesse en bétail. Ce qui est pécunier, c'est d'abord l'instrument animal qui m'apporte à moi une richesse, un intéressement. Kant va très loin puisque d'après lui, cet animal, il ne vaut pas mieux qu'une pomme de terre. Parce que la pomme de terre aussi, elle me nourrit. Voici ce qu'il écrit. L'on peut dire des plantes, par exemple des pommes de terre, et des animaux domestiques, dans la mesure où, du point de vue de leur abondance, ils constituent l'œuvre de l'homme, qu'on est en droit de les utiliser, de les exploiter et de les consommer, entre parenthèses, de les faire abattre. Vous voyez que l'animal est mis au même plan que la pomme de terre. J'ai le droit de les utiliser. Alors l'argument de fond, c'est intéressant parce que ça fera écho avec un dépassement qu'on fera plus tard, c'est que d'après lui, c'est abondant. C'est-à-dire que la question de l'abondance ne se pose pas pour nous sur certains animaux qui sont en voie de disparition, alors que là, elle est actée. Le bétail, c'est abondant. Quand on déduit que nous n'avons pas d'obligation à l'endroit des animaux, être privés de raisons qui ne nous obligent pas et par lesquelles nous ne pouvons être obligés, écrit-il, nous n'avons pas de devoir à l'endroit des animaux, ni les animaux n'ont de droit. Raison pour laquelle on peut les exploiter et peut-être même les tuer sans vergogne. Alors je me suis demandé pourquoi il y avait une telle résistance à accorder ce respect à l'animal. Et lorsqu'on lit de la littérature sur ce sujet, on constate qu'en fait, très souvent, les philosophes vous disent il y a trop à faire avec les humains pour qu'on s'intéresse aux animaux. C'est-à-dire que déjà, si un jour on obtient le respect des hommes entre eux, ce sera Byzance, quoi. La reconnaissance de la dignité humaine est le fruit d'un très long combat historique, donc déjà essayons de gagner cette partie-là, et puis après on verra. Alors qu'il n'y a pas d'incompatibilité à mener deux problématiques de front, enfin je crois que c'est un faux problème. Le respect de l'animal, si vous voulez, ne serait pas légitime ni nécessaire tant que les hommes auraient déjà fort à faire pour le respect de leur propre communauté humaine. Je vous rappelle qu'on en a parlé tout à l'heure, Primo Levi écrit « Mon nom est 174 517 » et en allemand, pour désigner ce qu'il est, on dit ein Stück, c'est-à-dire une pièce, un morceau. Donc dans Si c'est un homme, on voit bien que les êtres humains sont déshumanisés, pièces, morceaux. On ne les appelle pas Menschen, c'est l'allemand qu'on va appeler Menschen. Eh bien, c'est le même vocabulaire dont je vous ai parlé en intro, à propos des pièces. On parle de l'animal comme étant une pièce, un truc, une chose. Donc il serait futile de faire du respect de l'animal un problème au vu de la difficulté à instaurer déjà le respect au sein de l'humanité. Le respect des autres êtres humains, de leurs différences, de leur humanité commune est déjà très compliqué à obtenir. Faire en sorte que l'homme ne soit pas considéré comme un moyen, mais comme une fin en soi, c'est tout le propos de la philosophie kantienne que d'essayer déjà d'obtenir ça. Une femme qui travaille beaucoup sur cette question animale, qui s'appelle Florence Burga, rappelle que dans la Rome antique, seul l'homme libre bénéficiait du statut de sujet de droit. Donc c'est pas si lointain quand on y réfléchit. Il faut, d'après Kant, articuler personne et autonomie. Donc il ne va pas travailler sur l'animal, parce que pour lui, n'est digne de respect que l'individu qui a une autonomie. Littéralement, auto, soi-même nomos la loi, l'autonomie c'est le fait de se soumettre librement à la loi qu'on s'est prescrite à soi-même. Donc il y a une forme de liberté. C'est pour cela que l'esclave ne peut pas être considéré comme une personne, parce qu'il ne choisit pas son destin. On a longtemps considéré que certains êtres humains ne méritaient pas d'être respectés au nom d'une prétendue infériorité, esclaves, noirs, indiens, femmes, etc. Donc, il faudrait prendre en compte le fait que les déclarations, je sais pas, de 89 puis de 48, qui réaffirment les droits de l'homme, le respect de la dignité, sans distinction de sexe, de couleur, de religion, sont déjà un vrai enjeu du XXe siècle, si bien que la question animalière serait secondaire. Cependant, bien sûr que c'est un faux problème. Notre sentiment d'humanité s'est construit contre les animaux et il faut le pointer. C'est-à-dire que pour définir nos droits, nous avons utilisé l'animal comme un versant négatif, à partir de quoi nous avons défini notre propre humanité.
Et puis la simple déclaration de droit, c'est très bien, mais vous savez à quel point les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le monde. Entre l'énonciation d'un droit et son application, il y a souvent un fossé, raison pour laquelle la fameuse déclaration des droits de l'animal en 1978 n'aboutit pas nécessairement à une application concrète. D'où mon deuxième axe, où je vais me demander, alors que faire de ces gens qui défendent par exemple des espèces rares, parce que donc là on a parlé d'un bétail qui était à profusion et qui est utile pour notre vie, pour notre survie, c'est pour ça qu'éventuellement on les respecte, mais il y a énormément de races menacées d'extinction ou sans utilité pour la vie humaine qui intéressent, je sais pas, WWF par exemple, qui cherche à éviter la disparition d'espèces ou de races en les protégeant. Alors le panda géant, le cacatoès, le grand requin, le tigre du Bengale, enfin bon, on pourrait faire une liste infinie. Alors, je me suis demandé, est-ce que le respect qu'on aurait pour ces animaux avec lesquels on ne fraye pas, parce que c'est pas des animaux de compagnie, c'est pas des animaux qu'on mange, etc. Est-ce que ce respect, qui a l'air désintéressé donc, engage la nature autrement? Est-ce que ce respect repose sur une autre représentation de la nature? La nature ne serait plus notre réservoir, à nous, êtres humains, dans lequel nous piocherions, mais serait en soi à préserver dans sa biodiversité. On introduit la notion de biodiversité pour justifier ce respect. Est-ce qu'il est possible de respecter l'animal en lui-même sans aucun intéressement, même indirect? Alors c'est vrai que là je vais m'appuyer dans ce deuxième axe sur les travaux de l'éthologie, puisque je pense qu'il donne à travailler autrement sur l'animal. Par exemple, certains éthologues vont nous montrer qu'il y a des individualités animales qui sont parfois dotées de conscience. Donc, après tout, pourquoi pas irremplaçable? Faut-il donc considérer l'animal par ses aspects? Et est-ce que ça va nous autoriser à les comparer à des personnes ou à les considérer comme des personnes, ce qui justifierait qu'on les respecte de manière absolue et non plus relative, comme on l'a vu dans le premier axe? Alors, je partirai d'un point, c'est que l'être humain au XXe siècle a abouti à un seuil d'irrespect peut-être jamais atteint, et qui a heurté les consciences au point qu'on a été face à un insupportable. Ça le met face à son erreur de jugement concernant les animaux, et puis parallèlement à cette prise de conscience, il y a eu des travaux d'éthologie qui ont fait aussi bouger notre manière de nous le représenter. Au point qu'on essaiera de montrer dans ce grand axe que les animaux ne sont ni des objets, ni des biens meubles, mais au moins des êtres souffrants, et peut-être même des êtres sensibles. On verra qu'il y a une distinction dans le droit entre ces deux approches. Alors l'espèce humaine a fait preuve de succès incontestable sur les plans scientifiques et techniques. Homo sapiens sapiens le dit assez. En revanche, comme l'ont remarqué certains philosophes, et je pense notamment à Schopenhauer, ses réalisations sur le plan moral ou éthique, malgré les écrits des moralistes, sont beaucoup plus contestables, voire catastrophiques. Il évoque, c'est le grand philosophe pessimiste, les guerres, les crimes, les tortures, les atrocités, les comportements qui jalonnent toute l'histoire humaine. Voici ce qu'il écrit à ce propos. « Aucun animal ne torture uniquement pour torturer, mais l'homme le fait, et ceci constitue le caractère diabolique infiniment pire que le caractère simplement bestial. » Donc nous qui nous targuons de moralité, nous sommes aussi capables de sombrer dans l'horreur et de le faire gratuitement, ce que ne fera jamais un animal. Faire le mal pour le mal ou torturer pour torturer. Le philosophe actuel Dominique Lestel note dans un ouvrage que je vous ai cité en introduction que l'homme est l'espèce prédatrice universelle. Alors c'est une expression qui est récupérée tout le temps par les animalistes, mais complètement hors contexte. Donc il faut quand même se rappeler ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire que c'est vrai que l'être humain est susceptible, parce qu'il est maintenant dominant sur Terre, de détruire tout ce qui est vivant. C'est pour cela qu'on peut l'appeler un prédateur universel. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'il l'actualise toujours. Alors aujourd'hui, 80% de nos poules pondeuses et des poulets qu'on utilise pour le poulet du dimanche, là, avec la pomme de terre, c'est-à-dire respectivement 50 millions de bêtes pour les poules pondeuses et 740 millions en France, 90% de nos 25 millions de porcs, 99% de nos 50 millions de lapins vivent dans des hangars. Donc 90, 80, 99, on est sur des chiffres très très lourds qui sont sans liberté de mouvement, un enfermement total,
pour gagner sur des frais de fonctionnement, parce que se déplacer, ça use de la calorie. Donc en se déplaçant moins, ils utilisent moins de calories et grossissent davantage. On utilise l'insémination artificielle pour gagner du temps. On les élève hors sol pour gagner de l'espace, sur des caillebotis grillagés, pour gagner en entretien comme ça, les fientes tombent et on lessive par en dessous. On utilise des machines de reproduction pour ne pas avoir à le faire soi-même, ce qui est plus long. On élimine impitoyablement les produits non conformes pour gagner en satisfaction clientèle. On injecte systématiquement des hormones ou des antibiotiques pour obtenir des produits plus gros et obtenir au moins la survie du produit, puisque dans ces conditions d'existence, sans antibiotiques, on mourrait ou on attraperait très facilement une maladie. Je ne parle pas, bien sûr, dans le détail de tout ça. On est au courant, manipulation, sélection génétique, nourriture au rabais et souvent physiologique pour gagner sur la marge. Et à l'arrivée, un abattage de cochon, 6 semaines pour les poulets, 1 an pour les pondeuses, qui donc suivent ce rythme-là. Dans nos pays développés, entre 80 et 95% des animaux mangés sont donc issus de l'élevage industriel, c'est pas rien. Henri Mondras, en 1967, sociologue français spécialiste du monde paysan, annonçait la fin des paysans dans un titre du même ouvrage en 1970. Les paysans, eux, travaillaient sur des fermes polyvalentes. Là, on est dans des fermes qui sont monoproduits en quelque sorte et qui concentrent. On est dans un système très très différent. Ça a produit une insensibilité, voire une cruauté de l'homme à l'endroit des animaux qui n'est peut-être pas inéluctable. En effet, l'homme est capable de conscience de soi. Donc ça veut dire qu'il peut juger de la valeur morale de tous ses actes. Il peut réagir, il peut corriger ce qu'il fait. Le constat que l'animal souffre et que l'homme est en partie responsable de cette souffrance, puisque sous sa main meurent des quantités d'animaux pour des raisons plus ou moins justifiables, pourrait légitimer à lui seul qu'il défende le respect de l'animal. C'est déjà la conviction du philosophe Bentham. Bentham, qui est surtout connu pour avoir analysé les prisons, le système de la prison panoptique, a écrit une introduction au principe de la morale et de la législation, où il ne doute pas qu'un jour on pourra ouvrir le champ du droit et de la morale aux animaux après l'avoir fait pour les esclaves noirs, ce qu'il appelle de ses voeux en son temps, venus d'Afrique. Voici ce qu'il écrit à ce propos: les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'était pas une raison pour abandonner un homme aux caprices de ses persécuteurs sans lui laisser aucun secours. Et il poursuit: le jour arrivera peut-être où le reste de la création animale acquérera les droits que seule une main tyrannique a pu leur retirer. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ce que l'histoire a fait, elle peut le défaire aussi. Rien n'est inéluctable, nous pouvons changer nos habitudes. Nous qui sommes souvent les tyrans des hommes, commençons en ce début du XVIIIe siècle, au moment où écrit Bentham, à proclamer l'abolition de l'esclavage. Donc tout n'est pas foutu. Le progrès du droit et de la morale irait dans le sens d'une proclamation un jour des droits des animaux. Faut-il pour cela qu'ils soient des personnes? Je vais vous montrer que c'est pas si sûr. Bentham, par exemple, n'envisage pas du tout qu'on accorde ce statut à l'animal pour que le respect en soit concevable. Il suffit, par exemple, de considérer qu'un être vivant, ça poursuit ses intérêts, et que nuire à la satisfaction des intérêts de cet animal n'est pas respectueux. Donc on pourrait, dans un premier temps, non pas lui accorder le statut de personne, mais analyser quels sont ses besoins, quels sont ses intérêts, et aller dans son sens. On sait qu'un animal, ça a besoin de se nourrir, de se mouvoir dans un espace suffisant, que ça ne veut pas souffrir, que ça cherche parfois même du plaisir, que ça a besoin de se reproduire, de poursuivre sa vie aussi. Ça, c'est un élément de Bentham que je trouve très beau, l'idée qu'il y a un animal ait envie aussi de poursuivre sa vie. Et bien tout cela, si on le faisait, ça reviendrait déjà à le respecter. La plupart des pays du monde aujourd'hui accordent une grande importance au respect des animaux et ont révisé leur façon de le considérer en le déclarant: être vivant souffrant ou être vivant sensible. Alors on a des cartes, je vous invite à aller voir ça sur internet. Vous avez les cartes avec les pays où les animaux n'ont pas de statut, ceux où ils sont considérés comme souffrants, ceux où ils sont considérés comme sensibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà, le considérer comme souffrant? Ça ne veut pas dire qu'il a juste des douleurs, qu'il a juste mal. Parce que lorsque Descartes théorise l'animal-machine,
D'ailleurs, je n'ai jamais vu dans les textes de Descartes quoi que ce soit qui autorise à la manipulation de l'animal. Par contre, dans l'interprétation débile qu'en fait Malebranche, quelques temps plus tard, là, il y a beaucoup à dire, puisque pour lui, lorsqu'un animal rue ou manifeste, je sais pas, quelque chose comme une peine ou un désarroi, c'est juste mécanique. C'est comme s'il avait une espèce de mouvement réflexe. Hein. En effet, les contorsions sous le couteau du sacrificateur sont réflexes chez Malebranche, hein, rien d'autre, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien d'autre. Bon. Alors on va peut-être passer là. Il y a la douleur, mais souffrance, c'est souffrance mentale. C'est-à-dire que quand on parle de la douleur, c'est physique, mais quand on parle de souffrance, on imagine qu'il puisse y avoir un stress, qu'il puisse y avoir de l'angoisse, qu'il puisse y avoir autre chose qui soit de l'ordre du mental. Quant à dire qu'il y a sensibilité, c'est un pas de plus, hein, dans les pays qui accordent la sensibilité, on franchit quelque chose de supplémentaire. Et bien là, ça veut dire que l'animal est capable d'émotions, par exemple de rechercher le plaisir, de favoriser ses intérêts. Ils n'ont pas que des besoins vitaux, ils ont une vie intérieure. Par exemple, ils vont se réjouir de se retrouver, ou être tristes à la perte d'un des leurs, ou être heureux de l'intégration à la communauté, jusqu'à d'ailleurs des manifestations parfois d'altruisme chez les animaux. Alors pourquoi traiterions-nous sans égard des êtres qui sont dotés d'une telle sensibilité? La souffrance touche à tous les animaux qui sont dotés d'un système nerveux. Donc déjà, ça met beaucoup d'animaux dans la balance, quoi. Certains animaux ont en plus de ce système nerveux des facultés cognitives ou des comportements inventifs ou singuliers, ce qui rend complètement absurde l'idée qu'on puisse les considérer comme des objets, et ça ne rend peut-être pas absurde l'idée qu'on aille jusqu'à ce statut de personne. Alors je vais aborder dans ce deuxième moment de ma deuxième partie l'idée qu'on puisse être tenté d'accorder ce statut de personne à l'animal. Alors je vais me faire le porte-parole là d'un discours qui est antispéciste, qui est animaliste, auquel personnellement je n'adhère pas tout à fait, et j'essaierai de vous montrer pourquoi dans la suite de mon propos. Je parlerai d'abord de Bates. Bates, c'était le cousin de Darwin, c'était un explorateur anglais qui a énuméré quelques 22 espèces de quadrupèdes vivant auprès des Indiens d'Amazonie. Et ces derniers traitaient ces donc 22 espèces de quadrupèdes comme leurs enfants. Depuis l'émergence des sociétés de cueilleurs-chasseurs, excusez-moi, la pratique de l'animal de compagnie, donc celui qui mange le pain à côté de moi, est devenue une norme. On a des communautés aborigènes au Queensland, par exemple, qui sont attachées à leurs chiens et à leurs dingos et qui les considèrent avec plus de respect que leurs propres enfants. Ça interpelle. Et puis, l'éthologie nous a appris que la différence qu'on établissait entre l'homme et l'animal est moins évidente que ce qu'on croyait. Pendant très très longtemps, peut-être du fait de la Genèse, hein, l'homme est créé au dernier jour, il est à l'image de Dieu, alors que les animaux sont faits avant, différemment. Eh bien, l'éthologie nous apporte des moments, alors post-darwiniens bien sûr, où on montre qu'on est dans une évolution lente et que chaque animal acquiert des éléments. Nous sommes, nous, un bout d'une des chaînes de ce développement. Je pense notamment à Jane Goodall, qui est une extraordinaire spécialiste des chimpanzés et qui, en Tanzanie, a réalisé qu'ils utilisaient des outils et des outils à faire des outils. Adieu Bergson, qui nous disait l'homme est un homme à faire des outils, qui fabrique des outils. Bon. Diane Fossé a analysé chez les gorilles du Rwanda des relations sociales, et notamment le salut du matin. Alors elle évoque la femelle gorille, parce qu'il y a des gorilles dominantes, il n'y a pas que des dominants, il y a des dominantes, et alors elles font le tour de la communauté en saluant tout le monde. C'est-à-dire, oui, je te reconnais, tu fais partie de la communauté, oui, toi aussi, et à la fin, tout va bien. Le groupe est en quelque sorte resolidifié, vous voyez l'idée. Autre exemple, Gordon Gallup, qui montre que les grands singes se reconnaissent dans un miroir. Là aussi, l'argument lacanien de la reconnaissance au miroir, bon, ben oui, ça existe aussi chez les grands singes. 30 ans plus tard, les généticiens ont révélé que 99% de notre ADN était identique à celui du chimpanzé, ça interpelle aussi, bien sûr. La philosophe Vinciane Després explique par exemple qu'un singe est capable de tromper intentionnellement ses congénères. Donc le bonobo, par exemple, qui a repéré qu'il y avait des bananes de ce côté, renvoie toute sa collectivité de l'autre côté pour avoir les bananes pour lui tout seul. Donc il ment, il ruse, il trompe. Voilà des éléments qui sont quand même, pendant très très longtemps, considérés comme le propre de l'homme. L'éthologue Pascal Pic dresse une liste très impressionnante des similitudes constatées entre l'homme et les grands singes, je le cite: la marche debout, l'outil, le rire, les pleurs, la coopération, l'empathie, le bien et le mal, le tabou de l'inceste,
la chasse, le partage de la viande, la culture, les traditions, la communication symbolique, la politique. Ces caractéristiques que l'on croyait humaines sont présentes chez les grands singes. Alors, je vais maintenant utiliser donc ces gens qui sont des antispécistes et qui ont essayé de défendre le passage à l'idée de personne, notamment un philosophe américain qui s'appelle Tom Regan, R-E-G-A-N, qui a, en 1983, écrit « Les droits des animaux » et a tenté d'opérer une distinction entre ce qu'il appelle être un agent moral et être un patient moral. Les agents moraux, qui sont-ils? Ce sont des personnes, comme vous et moi, qui possédons les capacités d'agir moralement. Nous avons des facultés rationnelles suffisamment développées pour être responsables de nos actes. Nous pouvons participer au contrat social. Nous pouvons élaborer une morale religieuse, athée, etc. Et ça nous fait obtenir une réciprocité de droits et de devoirs. Je renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Quels sont, au contraire, les patients moraux? Alors, ils sont passifs, les patients moraux, ils ne sont pas actifs. Eh bien, ils ne peuvent pas participer au contrat social du fait du développement insuffisant de leurs facultés rationnelles. Mais on peut considérer que ce sont des êtres vulnérables envers lesquels nous avons, nous, une responsabilité morale de protection. Exemple, les nouveau-nés, les jeunes enfants, les personnes qui ont un handicap mental, certaines personnes âgées atteintes de maladies dégénératives, et les animaux. Voilà ce qu'il intègre à la partie patients moraux. Alors, un autre auteur qui s'appelle Peter Singer, dans La libération animale, considère même que certains animaux sont des personnes. Alors lui, il va très loin, les grands singes notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves solides qu'ils sont conscients d'eux-mêmes et qu'ils peuvent se référer à des événements du passé et du futur. Un singe ou un ordinateur pourraient être des personnes, mais il les appelle non-human persons, les personnes non humaines. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du grand groupe personnes, on ne mettrait plus que les êtres humains, on mettrait les humains, human persons, et autre chose, parce que seul celui qui est doté du pouvoir d'être agent moral mérite le nom d'humain. Il va très très loin. C'est-à-dire qu'il refuse finalement à certains, pour nous, êtres humains, le statut d'être humain. Il y a, dit-il, des human non-persons, dont relèvent, par exemple, les individus comateux, les légumes. Les démons, eux aussi, sont des human non-persons, les nouveau-nés. On peut en déduire donc que, d'après lui, un être humain incapable de dire « je pense »,« je suis »,« j'agis », ne mérite pas le respect dû à la personne. Et du point de vue de droit, c'est pas absurde, puisqu'on parle d'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'au fond, on dit, bah oui, mais t'es pas tout à fait un être humain, donc je vais pas tout à fait te traiter comme je traiterais un être humain, avec la punition, la loi, etc. On peut donc en déduire que certains animaux mériteraient ce statut, à condition qu'ils soient bien sûr sujets de leurs actes. Or, non seulement ce respect ne concernerait que très peu d'animaux, je pense que vous mesurez qu'il y a très peu d'animaux qui sont comme ça dotés de cette capacité de conscience de soi, d'avoir un début de conscience ou d'action volontaire, d'être agent. Mais ça ne concernerait plus les êtres humains sans autonomie. C'est intenable. C'est-à-dire que Peter Singer, moi je veux bien qu'on aille de ce côté-là, mais je trouve ça très très dangereux. C'est une position qui est très très limite. Voilà. Est-ce qu'il faut accorder le respect selon d'autres critères? Je crois que c'est une nécessité. On sent que là, on va un peu trop loin. On est en train de doter le statut d'humain à des êtres qui, pour nous, bien sûr, en sont, et c'est très important qu'ils le restent à nos yeux. Alors, la proposition qui a été faite parfois, c'était de se dire, mais le respect n'engage pas que l'être humain, il engage tout ce qui vit, tout ce qui souffre. Donc, ne peut-on pas respecter les animaux, non pas parce qu'ils sont des personnes non humaines, mais parce qu'il faut respecter tout animal. Parce que je vous dis, à la fin, il ne resterait pas grand-chose à respecter. Les animaux dotés de conscience sont extrêmement très peu nombreux. Enfin, c'est difficile de n'accorder qu'à quelques animaux ce statut particulier, et tous les autres. Alors on en fait quoi? Il faudrait donc renoncer à les considérer comme des personnes. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle Deep Ecology, donc l'écologie profonde,
qui ne s'intéresse pas qu'à l'animalité et qui considère que tout être humain a besoin de respecter l'entièreté des vivants, parce que l'entièreté des vivants, cette biodiversité, mérite notre considération. Alors on peut parler des êtres vivants, des animaux, mais aussi champignons, plantes, bactéries. Tout cela joue un rôle dans les équilibres naturels, donc cette biodiversité est une des richesses de la biosphère. Il est impératif de la respecter. Alors c'est une option, mais c'est une option qui finalement dilue complètement la notion de respect. On ne sait plus tout à fait ce que c'est que respecter. C'est-à-dire ne pas jeter un papier par terre, un papier gras par terre, c'est ça le respect? Qu'est-ce qu'on appelle le respect? Vous voyez, c'est compliqué. Là, on a l'impression d'une espèce de dilution excessive de la notion. Une seconde option consiste au contraire au respect des animaux dans leur spécificité individuelle. Et moi, ça, je trouve ça beaucoup plus fin. C'est-à-dire se dire, ok, les animaux de compagnie ne sont pas les animaux de rente, qui ne sont pas les animaux soumis à des jeux cruels comme la course de taureaux ou le combat de coqs, qui ne sont pas les animaux sauvages, qui ne sont pas, etc. C'est-à-dire à opérer une distinction qui ferait que, à chaque animal, on accorderait, selon la spécificité que l'éthologie ou que la zoologie nous donnerait de cet animal, un traitement singulier. Alors bien sûr, ça présuppose quand même d'avoir de bonnes connaissances en zoologie ou en éthologie animale pour savoir, ben, là, ce que je fais à mon chat, est-ce que c'est respectueux de son ipséité de chat? Ou est-ce que je suis à la ramasse et je fais n'importe quoi et c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait que je le traite? Et donc, cette proposition présuppose qu'on s'informe sur l'animal qu'on traite, en quelque sorte, et cette information ne vaut que pour les animaux peut-être qui sont dans notre entourage. Hein, moi, je sais pas, à Miribel, je m'intéresserais peut-être à la vache, ou à la biche, ou voilà, au bouquetin si je vais sur la sûre, etc. Mais est-ce que je m'intéresserai à tous les animaux, et est-ce que le hasard qui fait qu'à un moment donné, j'en rencontre un, et que je ne le connais pas, et que je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas comment son comportement se déploie, ben là, est-ce que je suis dans l'irrespect parce que je ne connais pas cet animal suffisamment? Vous voyez, ça se présuppose un savoir encyclopédique qui n'est pas évident. Alors, on sait que le philosophe Habermas, Jürgen Habermas, s'était posé la question de savoir comment on allait respecter les embryons humains par rapport à l'être humain qui est sorti du ventre, donc le nouveau-né. Parce que, là aussi, est-ce qu'on considère qu'il est déjà un être humain et qu'il mérite tout notre respect? Ou est-ce qu'il est pas encore ça, et bon, je peux le jeter à la poubelle? Or, on sait que dans certains hôpitaux, la question s'est posée de la part des femmes qui perdaient, par exemple, un enfant pendant une fausse couche, de donner une sépulture à cet être, et pas simplement de le foutre à la poubelle comme un vulgaire objet ou rebut. Parce qu'au fond, c'était pas tout à fait un objet. Alors, c'était pas tout à fait une personne non plus, enfin c'est embêtant, parce que est-ce qu'on accorde le statut de personne à partir du moment où tu es né? Ça y est, reconnaissance sociale, je te déclare à la mairie. Ça c'est très important. Je te reconnais comme sujet de droit et de devoir un jour, enfin, pour l'instant de droit parce que tu es tout petit, et un jour tu auras des devoirs conséquemment aux droits que je t'accorde. Est-ce que je peux le faire dès la phase intra-utérine? Vous voyez, c'est compliqué. Et là, je trouve que c'est intéressant ce que propose Habermas. Alors ça peut vous sembler un peu rhétorique, mais moi je trouve pas que ça le soit. Il nous dit, nous sommes appelés à distinguer la dignité de la vie humaine et la dignité humaine que le droit garantit à toute personne. Alors il nous dit, dignité humaine, c'est une chose. Alors, on est d'accord, là, Primo Levi, la Shoah, tout ça, ça nous a appris à respecter la dignité humaine. Mais il y a peut-être aussi une dignité de la vie humaine, c'est-à-dire que je refuse de traiter ce fœtus comme un vulgaire objet, j'ai de la considération pour lui, peut-être parce que j'ai projeté sur lui une humanité à venir. J'avais déjà un prénom en tête, il existait déjà pour moi, hein, c'était déjà un être. Psychologiquement, il existe déjà en quelque sorte. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut adapter ça, en quelque sorte, à l'animal, c'est-à-dire se dire, c'est pas tout à fait le respect de l'homme, hein. On ne va pas donner à l'animal un respect qui serait celui de l'homme, c'est absurde. Mais de considérer qu'il y a un respect à la vie tout court, ou à la vie animale en particulier. Un autre philosophe éthicien qui s'appelle Hans Jonas, dans le principe responsabilité, qui est son ouvrage majeur, on va dire, nous dit, ça se fait par empathie. Plus l'espèce sur laquelle nous intervenons est proche de nous, et plus il est évident que le besoin de ménagement est également corollaire d'une dimension pratique, une sorte de respect. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il va dire, plus je me sens proche de l'animal en question, plus j'ai envie de le respecter.
par identification. Dire que bon, l'insecte, bof, il ne me ressemble pas. Le lapin, déjà, voilà, un mammifère, il me ressemble plus. Alors, le chimpanzé, waouh. Là, bien sûr, j'ai envie de respecter. C'est-à-dire qu'on aurait une empathie qui nous porterait naturellement à un respect différent. Et il faut peut-être admettre que, de fait, c'est pas seulement négatif, cet anthropomorphisme dont on parle. Il y a peut-être un bon anthropomorphisme, puisqu'il nous incite au respect. Respecter, il dit ménager l'animal, ne signifie pas devoir traiter un pou comme un homme, ni un poisson d'eau douce comme un veau, ni une vipère comme un fœtus humain. Il y aura des différences de respect, bien évidemment. On sent tout l'absurde d'un respect égalitariste. Et moi, ce qui me déplaît souvent dans le discours spéciste, c'est qu'on nous dit toutes les espèces sont à traiter de manière égalitaire. C'est absurde, c'est complètement con. Enfin, excusez-moi. On peut multiplier les marques de respect, mais des respects, des égards différents selon la nature de l'être. S'il est rare et en voie de disparition, et que je le sais, s'il est souffrant, bah, je ne vais peut-être pas avoir le même égard pour lui que sur un être qui n'a pas un système suffisant, par exemple, un développement mental suffisant pour souffrir vraiment. C'est dans ce sens que Frédéric Lenoir, dans sa lettre ouverte aux animaux, prend ses distances à l'endroit de l'antispécisme. Il nous dit qu'il n'a pas été convaincu par le concept de non-human person des penseurs anglo-saxons que j'ai évoqué tout à l'heure, ça ne le convainc pas. En revanche, il est sensible, dit-il, à tous les travaux de Boris Cyrulnik. Alors c'est le penseur de la résilience, on le connaît beaucoup pour ça, mais c'est aussi un éthologue formidable, Boris Cyrulnik, qui parle d'individualité animale. L'animal n'est pas une personne, il faudrait pour cela être sujet de sa parole. Mais l'éthologie nous prouve assez le caractère individuel de nombreux animaux pour que nous reconnaissions ce trait. Donc ça, par contre, Lenoir adhère plutôt à cette idée. Quant aux animaux qui n'ont pas d'individualité, parce qu'il y a des animaux qui sont très peu individualisés et nuisibles à l'humanité, eh bien, c'est normal qu'ils soient, pour nous, d'une considération moindre. On leur accordera une moindre considération. Mais il ne faut pas pour autant qu'une violence gratuite de notre part s'exerce sur ces animaux-là. C'est-à-dire que, pour le noir, le moustique, d'accord, il est sur moi, il m'agace, peut-être que j'ai le réflexe de me taper sur la joue pour qu'il arrête de m'agacer, mais je ne vais pas pour autant exterminer tous les moustiques qui ne m'agressent pas. C'est-à-dire que j'ai une relation moins en jeu avec tel ou tel animal. La violence gratuite de notre part est insupportable. Notre intérêt d'humain prévaudra toujours. On l'a dit, nous sommes d'abord portés à aider les humains et après les animaux qui nous ressemblent. C'est en quelque sorte une nécessité. On va sauver son enfant plutôt que l'araignée vivant sous notre toit. On va sauver notre animal de compagnie plutôt que n'importe quel autre animal. Ça s'impose à nous. Donc plutôt aller du côté de la reconnaissance d'une spécificité de l'animal que d'un statut de personne qui n'est pas tout à fait opératoire. Mon troisième axe, mon dernier axe, je l'ai traité du côté de l'humain. C'est-à-dire, je me suis dit, mais est-ce que l'antispécisme, qui critique beaucoup l'homme, c'est-à-dire qu'à écouter certains discours antispécistes, l'homme est la seule espèce odieuse qui mériterait de disparaître de l'espace terrestre au profit des animaux qui, eux, du coup, seraient libérés de notre présence néfaste. Mais est-ce que ça n'est pas précisément à nous, êtres humains, à avoir ce genre de considération morale, et est-ce que nous ne sommes pas le seul être capable d'avoir ce genre de considération, si bien que j'ai eu envie de revaloriser l'être humain dans ce grand 3 au lieu de l'enterrer. Alors déjà, on l'a dit, peu d'animaux possèdent une individualité, une conscience, une pensée de soi. Par contre, beaucoup d'animaux ont une sensibilité. Le respect donc de l'animal ne dépend pas d'un statut à accorder spécifiquement à l'animal. On a vu que c'était inopérant. Mais par contre, il me semble que la manière dont l'homme conçoit son humanité comme progrès moral constant, gagner en humanité, avoir plus d'humanité, quand on dit il fait preuve d'humanité, cette idée que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'être en constant progrès moral, voilà ce qui pourrait justifier de notre respect à l'endroit des animaux. Avant même d'accorder un statut particulier aux animaux, c'est de notre propre humanité dont il s'agit. Nous risquons de la perdre. Et nous gagnons en humanité en accordant de plus en plus de respect, en ouvrant notre respect de manière plus large. Autrement dit, ce que je vais défendre, c'est que
C'est parce que l'homme est une personne et souhaite le rester qu'il se doit de respecter l'animal. L'homme est le seul être de la création à considérer l'animal comme une personne. Une personne non humaine. Il est aussi le seul être à considérer l'animal comme un être sensible. Alors, pourquoi faire de l'être humain une exceptionnalité? Je pense que d'abord, nous sommes des êtres d'altruisme, et c'est ce qui fait notre grandeur. Autrement dit, une personne, on l'a vu avec Lévinas, elle sait qu'il y a un autre. Voilà ce qui est le propre d'une personne. Pour une personne, il y a de l'autre. Et lorsque Lévinas parle du visage, je reprends un petit peu le terme du débat avec Pierre Garino tout à l'heure, lorsque Lévinas décrit le visage, il dit, le visage c'est pas ça, ce que vous voyez là, mon faciès. Le visage c'est lorsque vous me croisez et que vous sentez en moi une vulnérabilité terrible là, je vais pas bien, ben, vous venez vers moi et vous me dites je suis là, ok, tout va bien. Hein. Alors bien sûr si j'incarne la force, la puissance, etc., vous ne viendrez pas. Mais si j'incarne quelque chose qui est mon humanité profonde, ma vulnérabilité profonde, là vous allez venir vers moi. Et cette vulnérabilité n'est pas notre apanage. Il y a d'autres êtres vulnérables que nous. Le regard, tu évoquais du chien, là, me dit ne me bats pas. Tout comme le regard humain dit tu ne tueras point. Alors je peux le tuer quand même, hein. Je peux le réifier, faire comme si il n'était que ein Stück, hein, ou comme si cet animal n'était pas un animal. Alors c'est d'autant plus aisé d'ailleurs de tuer un animal qui n'a pas de regard. Comme il est plus facile sans doute de tuer un être humain de dos, pour pas le voir, ce regard. Je pense notamment à un film génial qui s'appelle La haine de Mathieu Kassovitz, où à un moment donné, il a envie de le tuer, ce skinhead-là. Et puis le skinhead le regarde. Même pas avec un regard implorant, hein, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. C'est pas possible de tuer un être humain lorsque tout à coup tu es confronté à sa vulnérabilité, là. C'est plus le skinhead qui fait le gros bras, là, et qui se rase la tête en mettant son bombers. C'est juste un être qui a très très peur parce qu'il est en train il est entre tes mains, tu vas le faire mourir si tu le décides. Et c'est ce rapport-là qui doit être inspirant, je trouve, de notre rapport moral à l'être vulnérable. Alors d'abord, dans un premier temps, je voudrais montrer que l'empathie, c'est pas notre apanage. Il y a de l'empathie chez l'animal, ça peut exister. On peut même constater des actions altruistes. Ça interroge notre prétendue supériorité morale ou singularité morale. Les animaux sont capables de comportements moraux, hein, les éthologues le démontrent. Si bien que nous, êtres humains, nous serions en fait leurs héritiers, les héritiers d'une évolution. Alors c'est vrai que quand on pense aux espèces animales, on dit souvent c'est la loi de la jungle, ils se bouffent entre eux, ils sont dans une absence totale de considération. Il faut être fort, et puis si tu es faible, tu te fais bouffer par le fort. Or, il n'y a pas que des animaux pris par cette loi, en quelque sorte, de la nature. Il y a des animaux sociaux, et dans les comportements sociaux des animaux, notamment à l'intérieur d'un groupe, eh bien, on voit quelque chose qui est dépassé. La loi du plus fort ne fait pas loi, en quelque sorte. Dans les troupes de chimpanzés en semi-liberté, Franz de Waal, par exemple, a pu observer des phénomènes de réconciliation. La punition des déviants. Par rapport donc à une norme sociale, vous êtes d'accord, il y a une aide aux jeunes, une aide aux handicapés aussi. Il écrit notamment dans un ouvrage intitulé « Le bon singe, base naturelle de la morale », publié en 1997. Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue dans l'évolution des primates. Alors ça interpelle. Beaucoup d'animaux sont capables d'empathie et on a pu mettre en évidence des comportements d'entraide, parfois en interspécisme, bien sûr à l'intérieur d'une même espèce, mais extraspéciste aussi. Une espèce qui en aide une autre, une lionne qui adopte une gazelle. C'est magnifique ça quand même. Des jeunes singes qui ont vu un oiseau tomber du nid et qui au lieu de le bouffer ou jouer avec, lui apprennent à voler. Voilà.
Plein d'anecdotes, hein, on ne pourra pas faire le tour, mais des animaux domestiques filmés sur Internet, vous en avez plein de ça, des animaux qui se sauvent eux-mêmes de la noyade, etc. On n'a pas attendu le Romulus et Rémus pour qu'une louve aide les petits-enfants. Donc, nos préoccupations éthiques ont sans doute une origine animale. C'est la vieille règle darwinienne qui veut que dans les espèces qui élèvent leurs petits, par exemple, ceux-ci soient protégés, qui nous influencent nous aussi. C'est pour ça qu'on est peut-être davantage heurté par la maltraitance des petits, des plus jeunes. Hein, pour nous, il n'y a rien de pire, je parle par exemple qu'un pédophile. Même en prison, hein, les pédophiles, ils se sont cassés la gueule parce qu'ils sont pédophiles. Hein. Il y a des hiérarchies à l'intérieur de qui est digne, qui ne l'est pas. Et ça, Darwin le décrit, il nous dit que dans les sociétés animales, le soin du jeune, c'est très important, et qu'on est heurté par la souffrance du plus jeune. Alors c'est commun à tous les primates, ça, et l'interdit de l'inceste aussi. Hein, Lévi-Strauss qui nous disait, voilà, c'est le passage de la nature à la culture, ben, c'est pas si clair. Hein, les éthologues travaillent dans ce sens. Donc, s'il y a des bribes de morale, pourquoi ne pas respecter cet animal à qui l'on doit tout en la matière, hein? Il faudrait peut-être rétablir un contrat, en quelque sorte, moral avec eux. Je parlais tout à l'heure de Porcher, de Jocelyne Porcher, qui nous disait, pendant très très longtemps, on a eu un contrat de travail avec les animaux. Ils travaillaient pour nous, et en parallèle, nous, on les protégeait, on les nourrissait, on leur donnait une belle vie. Et pour elle, il y a quelque chose qui a été cassé en termes de contrat. Nous avons rompu le contrat. Beaucoup d'animaux n'existent que par la domestication. Hein. Canilopus, le chien, l'auroch sauvage qui donne la vache, le mouflon qui donne le mouton, le sanglier qui donne le cochon. Enfin, on a domestiqué les animaux. Ces animaux-là, on les a domestiqués parce qu'on avait un avantage à en tirer. Et eux aussi, s'ils ont en quelque sorte accepté la domestication, c'est parce qu'ils y ont trouvé une forme d'avantage de leur côté. Si on ne remplit plus notre part, il y a rupture du contrat tacite, bien sûr, qu'on a avec les animaux. C'est pour ça que Jocelyne Porcher, bien sûr, fait l'éloge de l'élevage fermier, un peu authentique, par rapport à la production d'animaux qui rompt le pacte. Alors, dernier point, est-ce que l'homme reste un sujet moral et une personne s'il traite mal l'animal et s'il traite l'animal comme une chose ? L'être humain, c'est le seul être à universaliser ses devoirs. Alors ça, c'est vraiment un point patent. Et c'est pour cela qu'il est capable de penser un devoir pour l'être humain, mais aussi un devoir pour l'animal, peut-être même un devoir pour la nature en général. Pensez au concept d'écocide. Hein, tuer la nature, etc. Et Frédéric Lenoir, toujours dans sa lettre ouverte aux animaux, nous dit que nous autres les hommes, nous avons une conscience morale universelle. Je le cite, l'espèce humaine est la seule capable de développer une responsabilité éthique universelle. Alors, les autres espèces animales sont parfois capables, on l'a vu tout à l'heure, d'empathie, d'entraide, mais Lenoir nous dit, elle n'est pas capable de faire ce que nous on fait. Hein? Sont-elles capables, écrit-il, de penser et de mettre en place une morale du vivant qui les inciterait à accorder une protection ou des droits aux autres espèces animales? Les animaux ne deviennent pas végétariens ou véganes alors qu'ils seraient omnivores ou carnivores. L'homme est donc capable de promulguer de manière unilatérale et sans réciprocité des lois visant à protéger les animaux. C'est-à-dire, je te respecte, je sais que tu ne me respecteras jamais. Je sais, toi, animal, que tu ne me respecteras pas. Eh bien, c'est pas grave, je t'accorde quand même des droits et tu n'as pas de devoir à mon endroit. Donc cette dimension d'unilatéralité qui rompt complètement avec l'idée qu'on s'était posée du respect qui était bilatéral, réciproque. C'est justement parce que nous avons ce surcroît de conscience et de morale, et ce sens moral universel, que nous pouvons étendre aux autres espèces la notion de respect que nous nous appliquons de plus en plus à nous-mêmes. C'est pour ça que nous pouvons défendre les intérêts des animaux, plutôt que de toujours privilégier seulement les nôtres. Et si nous ne faisons que privilégier les nôtres, eh bien cette attitude perd en humanité, elle est un non-progrès de l'espèce humaine. Alors, puisqu'on ne peut pas tout à fait parler de respect, eh bien, en philosophie de l'animal, on parle de considération. Corinne Pelluchon, dans Éthique de la considération, un texte paru en 2008, ne parle pas de respect, parce que le respect, c'est en effet réciproque. Donc, on ne peut pas parler de respect à l'endroit de l'animal, on parlera de considération. Alors, c'est très beau ce mot. Ça vient de sidéra, l'étoile, cum, avec. Hein, le désir, c'est l'éloignement, désidéra,
d'une étoile. La considération, c'est le rapprochement de mon étoile. Donc c'est le regard que vous avez sur une étoile, vous pouvez le porter sur un être humain, vous pouvez le porter sur un animal aussi. C'est-à-dire le considérer comme précieux, lumineux. Vous avez envie d'en prendre soin de tout ça. Donc le respect sera bilatéral, la considération sera unilatérale. On a un élargissement de la morale, une extension de notre champ d'humanité. Ils sont différents, nous le savons, mais ils sont dignes de notre considération. Et elle montre qu'il a fallu en passer par une espèce de sensibilisation à la question de la dignité humaine pour en arriver à la question de la dignité animale. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu l'esclavage, la barbarie, la Shoah, qui nous ont incités à reconsidérer la dignité humaine, jamais, en quelque sorte, les questions animalières auraient été posées. C'est pour ça que ça vient tard dans l'histoire de la philosophie. C'est après Primo Levi, vraiment, que... Enfin, quand vous lisez Heidegger considère encore que l'animal est pauvre en monde, bon, il n'est pas très intéressant, on ne saura jamais ce qu'il pense, qu'il est, etc. Donc, on peut encore le traiter comme une chose, c'est pas très grave. Mais après Primo Levi, après Gandhi, hein, si tu veux savoir comment l'homme, et vois comment il traite ses animaux, tu sauras qui il est. Si tu veux savoir quelle est l'humanité d'un être humain, regarde d'abord comment il traite ses animaux. Ça a été repris ensuite par un certain homme qui a passé des années dans une geôle d'Afrique du Sud, si vous voyez de qui je parle. Donc voilà, tu veux savoir comment on traite l'être humain, regarde comment cet être traite ses animaux et tu verras comment il traite les êtres humains. Lorsqu'on est violent, on n'est pas violent qu'avec les animaux, on commence par battre son chien, puis après on passe aux enfants, puis après on passe à sa femme. Hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Dire que la violence, elle est aussi potentiellement un universel. Dernier point de cette analyse pour conclure. Nous sommes peut-être, nous, êtres humains, dans une posture révolutionnaire en ce début de XXIe siècle. Vous avez sans doute des enfants qui vous prennent franchement pour des vieux cons, hein, parce qu'eux, ils ont refusé de manger de la viande. C'est terminé. Ils ont décidé que c'était terminé. Ça pourrait être une solution. À part que la disparition de tout ce bétail, c'est aussi une grande perte. Nous vivons avec tous ces animaux. Jocelyne Porchet ne croit pas dans le véganisme comme étant the solution. Il faut que ces animaux continuent d'exister. Nous avons tous des souvenirs merveilleux avec des lapins, des poules, des coqs. Pas des poules, non. Avec des animaux de compagnie, avec les animaux de nos champs, de nos prés. Et si nous devenions véganes, toute cette faune disparaîtrait. Est-ce que c'est bien ce que nous voulons? Nous pouvons aussi décider d'élever différemment ces animaux que nous consommons. Alors ça, c'est plutôt la proposition de Jocelyne Porchet, qui n'est pas végane, mais qui considère qu'il faudrait revenir à peut-être des modes de production de ces animaux un peu différents. D'ailleurs, ça s'appelle plus production. Ça s'appelle élevage. Hein, mais c'est très différent. Donc voilà pour cette proposition en guise de conclusion. Bon, la conclusion, c'est toujours problématique, on ne sait pas comment conclure. Moi, je pense que nous restons de toute façon tributaires d'une anthropomorphisation. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous n'allons pas changer, nous n'allons pas être autres que ce que nous sommes. Nous aimerons toujours les animaux qui nous ressemblent un peu plus. Alors on peut s'intéresser bien sûr à des animaux très très différents de nous, mais c'est une ouverture d'esprit qui n'est pas donnée à tous. Je trouve que voilà, s'intéresser aux insectes, se passionner pour l'infiniment petit des insectes, ben, c'est déjà une sacrée belle démarche, mais qui n'est pas évidente pour tout un chacun. Maintenant, la question c'est de se dire, est-ce que notre anthropomorphisation est néfaste? C'est-à-dire que nous nous surévaluons, nous sommes des êtres orgueilleux, nous considérons que tout ce qui est en dessous est méprisable? Ou est-ce que cette anthropomorphisation nous aide à finalement avoir de la considération renouvelée pour les animaux? Lorsque Ulysse disait qu'il était outis, donc personne, il faisait un jeu de mots. Puisque en grec, le mot ou veut dire non ou ne pas, ou point. Et il y a un autre mot qui est l'équivalent et qui est mais. Point, pas ou peu. La métisse, c'est l'équivalent grec de outis. Et la métisse, c'est ce qui désigne sa ruse. Hein? Lorsque on veut ruser, eh bien, on joue à être personne.
Eh bien peut-être que là aussi, nous allons ruser avec le concept de personne. Il est difficile de considérer l'animal comme une personne. Eh bien c'est pas grave, rusons. Considérons qu'il n'en est pas une, et ça ne nous autorise pas pour autant à le mépriser et à ne pas le respecter. C'est le choix de la Déclaration universelle des droits de l'animal, dans sa dernière version de 1989, qui permet d'envisager un respect de l'animal comme être vivant, sensible. Et le texte nous dit, il faut tenir compte à la fois des impératifs biologiques particuliers de l'animal et de son espèce, et du nécessaire respect des droits de l'homme quand ceux-ci sont menacés et entrent en conflit avec les droits de l'animal. Donc au fond, la question sera toujours de se dire, oui mais enfin, si je favorise l'animal et que ça entraîne un irrespect de l'homme, ça va pas. Il faudra toujours que nous gardions en considération l'être humain. Or, il me semble, un mouvement un peu extrême de l'animalisme, qui est de haïr les hommes au prétexte qu'on adore les animaux. Mais ça va pas. C'est pas cohérent, ça. Hein, d'en arriver à haïr l'être humain. Hein, voilà, on peut rencontrer des gens véganes qui nous regardent comme si on était des monstres de manger quelque chose qui s'appelle la viande. Ben, respecte-moi aussi, parce que je reste un homme. Je suis un être humain et j'ai droit aussi au respect. C'est pas un respect contre l'autre. Hein, c'est un respect qui s'ouvre. Je respecte d'abord l'être humain et après j'ouvre à des considérations plus larges. Et je jette pas mon papier gras par terre et je bats pas l'animal. Voilà, je vous remercie.